Bonjour à tous, merci d'être là. L'année dernière à Startup for Kids, Startup for Kids avait organisé aussi une conférence sur comment apprendre avec YouTube. Cette année, ça va être un peu différent, puis de fait qu'on a des intervenantes différentes, parce que l'année dernière, c'était des YouTubeurs, mais aussi parce qu'on va parler de la vidéo dans sa globalité comme vecteur de savoir et de transmission, donc une vidéo sur les réseaux sociaux. On le sait, nos enfants, ils adorent consommer des vidéos. Selon les chiffres de YouTube, ils sont 80% de Français âgés de 16 à 24 ans à regarder au moins une fois la plateforme. C'est absolument énorme, et que YouTube. Donc je ne vous parle pas des autres réseaux sociaux. Donc on va débroussailler avec nos intervenantes ce qui apparaît un peu comme un miracle d'apprentissage. Et est-ce réellement le miracle, un outil miracle? On va commencer par les découvrir et comprendre pourquoi elles se sont lancées dans la vidéo pédagogique, pourquoi l'information, l'apprentissage vidéo est-il essentiel et important aujourd'hui. Mais avant un petit sondage, j'aimerais savoir qui passe moins d'une heure à regarder des vidéos et qui passe plus d'une heure à regarder des vidéos par jour. Voilà. Bon. Il faut savoir qu'effectivement, en France, en un an, les Français ont regardé plus de 45% par rapport à l'année dernière. On passe plus d'une heure par jour à regarder des vidéos. Et ça accroît encore plus quand on a moins de 16 ans. Donc on passe, entre guillemets, 3 heures, quand on est plus jeune, à regarder des vidéos sur YouTube. Donc j'ai la chance d'être accompagnée par Louise Vogoud, qui est professeure de mathématiques, qui a sa classe, mais qui a décidé un jour de transposer ses cours sur YouTube. Et je suis également accompagnée de Julia Layani et puis et de Élise Goldfarb, qui ont toutes les deux créé l'agence de consulting Élise et Julia. Je ne me trompe pas? Exactement, bien sûr. Je me présente aussi, donc Marion Schrioff-Neuger, je suis donc animatrice de cette table ronde, mais aussi chef de projet digital à l'Institut Télémac, qui est une association qui propose un programme d'accompagnement pour les jeunes des zones d'éducation prioritaire méritants. Donc on les accompagne pendant 6 ans avec des tuteurs d'entreprise, avec pour but de développer leur potentiel, de leur dire que tout est possible, donc qu'ils trouvent leur voie et qu'ils ne se mettent pas de frein. Et de fait de cette qualité d'accompagnement, on s'est dit, on ne peut pas suivre tous les jeunes, mais on peut tous les inspirer. Et donc, on a créé une plateforme depuis octobre qui s'appelle Mon Avenir en Grand et qui est constituée de 80% de vidéos inspirantes ou sur l'orientation. Donc voilà, après avoir parlé de moi, on va commencer par essayer de se connaître mieux, de faire plus ample connaissance. Julia. Rencontrons-nous. Julia, oui. Avant tu étais chez TF1. Alors, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, on va se présenter. En fait, nous, on a créé un média féminin pour le groupe TF1 et Minute Buzz. Les enfants, je ne sais pas si vous connaissez Minute Buzz. Non. Erreur. Non. En gros, c'est un groupe de médias sociaux, donc de médias qui sont sur les réseaux sociaux. Nous, on a créé un média féminin où en fait, on interviewait des femmes et on est monté à 2 millions d'abonnés sur Facebook. Et on était 100% vidéo. Du coup, voilà, au sortir de ça, on a créé notre agence de consulting vidéo. C'est pour ça qu'on a été invité aujourd'hui, je pense. Et donc, oui, on est un petit peu spécialiste de la vidéo sur les réseaux sociaux. Et est-ce que tu peux me dire rapidement, du coup, quand vous étiez chez Minute Buzz, à quel moment tu t'es dit, ça va marcher, ce concept-là, il va marcher? Élise, tu veux prendre la parole? On s'est pas dit que ça allait marcher, on s'est dit qu'on voulait faire, nous en tout cas, ce qui nous semblait bon. On en avait marre qu'on parle des femmes ne leur accordant que des sujets légers. Nous, on voulait justement être inspirés tous les jours. On voulait que nos petites sœurs, elles aient envie de monter des boîtes, qu'elles aient envie d'être entrepreneuses ou pas, mais au moins qu'elles soient épanouies dans leur vie. Et donc pour ça, il fallait que les médias féminins arrêtent de nous parler de régime et de cheveux, et même si c'est très important, on en parle aussi de temps en temps, mais de façon plus intelligente. On en avait marre qu'on nous parle de sujets très légers. Donc on s'est dit, si ça marche pas, c'est que la France n'est pas prête, mais si ça marche, c'est super.
Et pourquoi maintenant vous avez décidé d'ouvrir votre boîte de consulting, c'est-à-dire de conseiller les grands groupes? Qu'est-ce que vous voulez leur apporter comme message? En gros, quand on travaille dans les médias, on est financé par des marques. Comme L'Oréal, Coca-Cola, tout ça. Et on s'est rendu compte qu'on devait leur faire de la pub, mais que de base, eux, ils n'étaient pas assez pédagogues avec les jeunes, y compris avec les femmes. Donc on s'est dit, le problème, il est peut-être là. C'est peut-être eux qu'il faut aller changer avant de leur permettre d'avoir une audience et de s'adresser au monde entier. Parce que les enfants, quand on est petit, on regarde la pub, et la pub nous permet de nous identifier aux acteurs qui sont dans les pubs. Et parfois, on se dit, bah, c'est pas du tout moi, on se sent passible et on se dit que bah, peut-être qu'on n'appartiendra jamais au monde qu'on nous montre, en fait. On en avait marre qu'on nous montre des corps photoshopés, sans diversité, toujours des personnes de couleur blanche, toujours des modèles hétéronormés. On en avait marre, on s'est dit, peut-être qu'on va aller voir ces marques et on va les encourager à montrer un peu plus tout le monde et à parler de tout. Et ce qu'on fait aujourd'hui, ça va marcher. Bientôt, la pub sera inclusive, je l'espère. On l'espère aussi. Louise, toi, tu es on n'a qu'un micro. Tu es une prof de maths qui a décidé un jour de transposer tes vidéos sur YouTube. Comment tu es passée donc, de tes cours en classe à un jour l'idée de tiens, je vais mettre mes vidéos sur le net? Alors, donc moi, je suis prof au collège. Et du coup, je me suis dit... Enfin, c'est une tendance qui arrive un peu de partout. Je me suis dit finalement, j'apporte plus aux élèves quand ils font des exercices et que je peux les aider à faire les exercices, plutôt que quand je leur donne le cours et qu'ils écrivent le cours. Et les sixièmes, pour écrire le cours, ben, c'est dur, c'est long, on n'a pas le bon stylo, il faut souligner en rouge, on est perdu, enfin bon. Voilà. Et je me suis dit finalement, peut-être que si le cours était à la maison, moi, j'aurais une valeur ajoutée bien plus forte en classe. Comme j'avais déjà mes cours qui étaient sur PowerPoint, j'ai fait des petites vidéos où on ne me voit pas du tout. Hein, je suis youtubeuse, mais on ne voit pas ma tête, sur mes cours qui défilent. Et du coup, les élèves doivent la regarder une première fois pour écouter et comprendre, et une deuxième fois pour l'écrire dans leur cahier. Et après, on en discute en classe. Et nous, après, ça nous permet de faire la base pour faire une séance d'exercice et d'avoir plus de temps pour vraiment différencier l'apprentissage. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les chiffres de YouTube encore, parce que c'est une des plateformes les plus regardées, on se rend compte qu'il y a plus de la moitié des Français qui regardent des vidéos pour apprendre, s'informer, se former aussi. On connaît les fameux tutos. Donc, tout porte à croire que nos enfants ne regardent pas que des vidéos de gaming, ils ne regardent pas que des clips musicaux, ils vont aussi chercher à apprendre par les réseaux sociaux, et c'est pour ça que les contenus éducatifs, ils ont grimpé, ils ont explosé de plus de 140% en l'espace de 1 an à partir de 2015. Est-ce que c'est parce que, à ton avis, Louise, les vidéos, elles permettent de mieux apprendre? Alors, je pense que oui, dans un sens, elles permettent de mieux apprendre parce qu'ils ont le temps, ils peuvent faire pause, réécouter, la regarder au moment où ils sont le plus disponibles au niveau de leur cerveau, de la revoir quand ils doivent réviser le contrôle. Ils suivent leur rythme. Voilà, ils ont leur rythme, ils ont tout. Évidemment, ça ne marche pas pour tous les élèves, hein. Il y en a pour lesquels ils ne jouent pas le jeu mais en tout cas, je pense que pour une bonne partie d'entre eux, ils sont très friands de ça. Et les parents aussi, ils aiment bien parce que comme ça, ils peuvent suivre plus facilement le cours et aider leur enfant si besoin. Vous, Élise et Julia, vous en avez fait votre credo un peu de la vidéo un peu éducative, pédagogique, parce que vous êtes convaincus que la vidéo, du coup, elle permet un meilleur apprentissage? En tout cas, je ne sais pas si elle permet un meilleur apprentissage, mais elle permet un apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que jeune ou qu'individu lambda, c'est vrai qu'on est confronté à de la vidéo en permanence, et c'est en fait la plateforme la plus accessible pour acquérir du savoir ou tout simplement se divertir, ou voilà, peu importe sa recherche. Mais en tout cas, oui, c'est le support le plus accessible. Mais quand même, chers amis, il faut faire attention à la vidéo. Pas toutes les vidéos sont éducatives.
Nous, en tout cas, on s'en est servi quand on était jeunes pour s'inspirer. C'est-à-dire, on regardait des conférences TED, on regardait des femmes inspirantes ou des hommes inspirants qui avaient construit des entreprises qui expliquaient comment. En revanche, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos, qui expliquent par exemple des phénomènes de la société, mais qui sont pas vraiment certifiés. C'est-à-dire que parfois ils disent n'importe quoi. Donc quand on est parent, il faut vraiment surveiller ce que regardent les enfants. Moi, je me suis retrouvée à avoir des amis du lycée qui sont devenus complètement adeptes de la théorie du complot, par exemple, parce qu'ils ont regardé des youtubeurs dire des vérités générales, mais c'était n'importe quoi. Attention. On va reparler effectivement des limites un peu après. C'est vrai que les chercheurs disent souvent que la vidéo aide à une meilleure mémorisation aussi de l'enfant parce que on va se créer des images mentales, parce que c'est dynamique et que du coup on va être plus dans le mood de j'apprends, je mémorise, etc. Et en fait, il va avoir un effet d'attention. Il y a même des chercheurs qui ont écrit d'ailleurs Apprendre avec le numérique, mythe et réalité, c'est Franck Amadieu et André Tricot, qui disent que justement, on peut aider les enfants qui ont des difficultés à mémoriser et à se repérer dans l'espace grâce aux vidéos. Après, Louise, tu vas me dire, est-ce que la vidéo, ça peut pas être un outil justement pour réconcilier les enfants avec l'apprentissage? Ils ont un peu de mal à l'école, mais voilà, peut-être que par les vidéos, on commence à les attirer et dire qu'en fait, l'apprentissage peut être aussi un plaisir. Oui, complètement. En plus, souvent au collège, il peut y avoir une aversion pour les mathématiques. Donc c'est vrai que quand je leur ai dit vous allez regarder la vidéo et on en parlera après, ils étaient tous tout contents d'aller voir la vidéo. Je ne sais pas combien de temps cet effet peut durer, mais en tout cas, ils étaient très motivés et ils sont toujours contents quand je remets une vidéo plutôt que de faire le cours en classe. Donc je suis Donc satisfaite. Ils sont contents aussi. Ouais. Du coup, on va revenir aux limites, effectivement. C'est vrai que du coup, il y a une plateforme qui s'appelle YouTube qui a plein de qualités, la quantité de contenu, le fait qu'on a la liberté de pouvoir dire ce qu'on veut et de pouvoir mettre ce qu'on veut. On voit, il y a des profs qui se sont dit, mais tiens, mes élèves n'aiment pas les maths, ils n'aiment pas l'histoire, ils n'aiment pas le français. Moi, je vais faire ma chaîne YouTube et je vais leur montrer que c'est génial. En plus, ils le font avec humour, émotion, etc. Donc, les jeunes adorent. Après, du coup, YouTube a aussi tous les défauts de ses qualités. Est-ce que du coup, selon toi, Louise, on peut remplacer les modes d'apprentissage traditionnels par la vidéo? Ah non, ça je pense pas du tout. C'est vraiment, ça s'ajoute. Il faut diversifier, donc il faut pas en abuser. Ils sont déjà trop souvent confrontés à la vidéo, donc il faut pas non plus les engager encore plus dans cette voie-là, je pense. C'est un bon outil de temps en temps, mais faut, voilà, je pense qu'avec un peu de comment dire, minutie et de, voilà. Julia, Élise, est-ce que vous pensez que la vidéo peut remplacer les modes de savoir traditionnels comme le livre ou... Alors, nous, on est quand même très favorable à lire des livres. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on a observé en fait, durant nos études, c'est qu'effectivement, la vidéo nous a permis d'apprendre énormément de choses. Par exemple, j'ai appris la guitare en regardant des tutos sur YouTube. Vraiment, bon, pas moi, mais j'ai observé des gens qui sont devenus vraiment des virtuoses en guitare, par exemple. Donc, il y a vraiment des domaines où on peut totalement apprendre c'est ce que Élise, on en parlait tout à l'heure, sur des sciences exactes, un petit peu sur des choses. Maintenant, c'est vrai que rien ne vaut un livre et d'approfondir ses connaissances en lisant vraiment un livre de quelqu'un d'extrêmement certifié, etc. Par contre, ça peut nous faire découvrir des sujets, découvrir des domaines intellectuels qu'on a envie d'approfondir, etc. C'est très important. Maintenant, effectivement, on observe dans l'éducation des migrations de comment étudier en vidéo, notamment dans des grandes universités françaises et américaines. On a beaucoup de cours qui sont en ligne, de cours qui sont en vidéoconférence. On peut habiter n'importe où sur la planète et pouvoir assister à des cours de la Sorbonne, de Harvard, d'universités très renommées. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est ouvrir en fait la connaissance à des gens qui ne sont pas forcément sur le lieu où le prof est. C'est là où c'est intéressant. Louise? Je pense aussi que ça dépend de leur âge.
C'est-à-dire que moi, les collégiens, ils n'ont pas encore la capacité d'aller fouiller, enfin, pas en sixième, mais d'aller chercher de la bonne vidéo, le bon cours, le truc qui leur manque et tout. Évidemment, en tant qu'étudiant, voilà, avec la Khan Academy, avec plein de choses, on a tout à fait cette capacité d'aller chercher la petite vidéo qui va nous intéresser et de faire le tri. Mais à 12-13 ans, faire le tri, c'est compliqué. Donc il faut border bien ce qu'ils regardent, je pense. Il y a même d'ailleurs un peu la controverse de mes enfants adorent les vidéos, etc. Ils sont ultra digitalisés, ils ont le portable même très très tôt. Et pourtant, les études montrent que justement, cette hyper digitalisation de l'enfant le déconcentre en fait. Donc on freine des cas de fer à l'école, on dit il n'y a plus de portable, les parents se disent oh là là, il ne faut pas qu'il regarde beaucoup de vidéos, du coup, je lui interdis plus ou moins, je limite le visionnage. Louise, qu'est-ce qu'on peut dire à son enfant quand son enfant dit oui, mais c'est pour apprendre? Faut regarder avec lui alors. Faut regarder avec lui, puis on va voir si c'est vraiment pour apprendre. Je pense qu'il y a vraiment des super vidéos. J'ai plein de collègues mathématiques, parce que moi je débute là-dedans. J'ai des collègues qui font des trucs super marrants, où moi j'apprends plein de choses. Et je donne à certains de mes élèves, quand il y en a qui sont un peu en avance ou qui ont un sujet, il y en a qui sont fans du nombre d'or et tout ça, je leur dis va voir la vidéo de Micmat, tu vas voir, il va t'expliquer un peu plus. Et voilà, c'est un bon biais. Maintenant, je pense qu'il faut être très vigilant. Bon, ça, à mon avis, c'est... Et du coup, au collège, tu conseillerais, par exemple, un enfant de 6e, tu dis, on visionne combien de vidéos, combien de temps de vidéos? C'est hyper... c'est dur, c'est dur à dire. Par jour. Par jour, puisqu'on regarde au minimum une fois par jour une vidéo. Moi, je pense des vidéos éducatives où vraiment on apprend quelque chose, à mon avis, au bout d'une demi-heure, et ça y est, c'est terminé. Ok. Ouais, je pense. Élise, on en parlait justement. Comment on ne sait pas quel youtubeur est bon ou pas. Nous, on est parents, on s'y connaît pas trop. Comment on va reconnaître une vidéo de qualité qui va vraiment servir à notre enfant? Tu disais justement, il y a plein de contenus et parfois, en fait, notre enfant va tomber sur des youtubeurs où ils ont l'impression qu'ils vont dire une vraie vérité. On se rend compte que non. Est-ce que tu peux donner des clés aux parents pour qu'ils repèrent les bonnes vidéos, les bonnes chaînes aussi? C'est vraiment le truc le plus dur à faire aujourd'hui. Même moi encore, quand j'essaie de m'informer et d'aller regarder des vidéos de youtubeurs, je me rends compte au bout de 10 minutes de vidéo qu'en fait le mec est complètement fou quand il parle. Donc il faut faire très attention. Si vous voyez vos enfants regarder des vidéos, il faut vraiment se dire, déjà de base, il faut faire attention aux youtubeurs qui parlent de politique, qui parlent de géopolitique, qui parlent de tout ce qui est assez subjectif finalement. Si c'est des cours de guitare, comme le dit Julia, en vrai, n'importe quel youtubeur, on peut pas inculquer le racisme en faisant de la guitare, donc ça va aller, ça ira. Mais il faut vraiment surveiller les pages que suivent les enfants. Et en vrai, il n'y a pas de secret pour déceler quelqu'un de mauvais. Ça dépend de vous, vos opinions à la maison et de ce que vous voulez apprendre à vos enfants. Mais il faut vraiment surveiller parce qu'on se retrouve dans des situations où moi j'étais animatrice au scout. Et on devait beaucoup s'occuper des enfants, oui, en fait, tous les jours. Et on se rendait compte que quand ils avaient leur téléphone, parfois ils regardaient des vidéos vraiment... pas adaptées. Pas du tout adaptées, et même parfois inquiétantes. C'est très grave parce qu'en fait, Internet permet à la fois d'apprendre de façon gratuite et infinie, mais aussi donne la parole à des gens qui peut-être sont pas les bonnes personnes. Donc vraiment, je recommande une grande vigilance. Est-ce que du coup, ce serait pas en allant un peu fouiller leur parcours, qui est qui? Exactement. Il faut regarder à chaque fois, quand on voit un nom de youtubeur, essayer de trouver son nom, son prénom, son nom de famille, aller regarder sur Google qui c'est, ce qu'il a fait avant, est-ce que vraiment il est légitime à parler du sujet qu'il traite. On se retrouve parfois à regarder des leçons de géopolitique ou de trucs qui se passent dans la politique en France et on se rend compte qu'en fait le youtubeur n'est pas du tout qualifié pour parler du sujet et qu'il parle juste de ce qu'il voit aux infos et de ce qui...
Ce qu'ils voient dans la rue, quoi. Alors après, Je suis très inquiétante comme ça, mais en vrai, ça va. après, sur Google, il y a plein de listes. Vous regardez les chaînes YouTube à faire regarder aux enfants ou les chaînes pédagogiques, vous allez avoir une liste, et toujours plus ou moins la même, avec Nota Bene pour l'histoire, y penser, etc., pour la philosophie. Il y a aussi ce que vous disiez qui était hyper intéressant, c'est que maintenant, il n'y a pas que YouTube, hein, il y a aussi Facebook qui fait regarder pas mal de vidéos. Et d'ailleurs, c'est le format aujourd'hui un peu privilégié sur Facebook. L'algorithme Facebook, vous disiez, justement, est en train de changer pour le meilleur, entre guillemets, pour plus qualitatif du plus long. Oui, maintenant, Facebook, ils essayent de faire en sorte que les vidéos qu'on va regarder, que nos enfants vont regarder, que tout le monde va regarder, soient engageantes. C'est-à-dire que ce soit assez intéressant pour que ça crée des conversations. Pour l'instant, évidemment, il y a encore des grosses lacunes, hein, je le reconnais, je le vois aussi. Mais de plus en plus, ils vont essayer de nous montrer des contenus de qualité, des trucs un peu plus intéressants pour nous tous, qui nous permettent d'échanger. Qu'est-ce que t'en penses, Julien ? C'est ça, c'est qu'en fait, voilà, on s'est rendu compte qu'on était envahis sur les réseaux sociaux de gifs et de... Vous savez ce que c'est un gif, les enfants? Un gif. Gif sur Yvette. Un gif, c'était sa blague, vraiment, je viens de lui voler. Non, voilà, on était envahis de contenus qui n'étaient pas vraiment très engageants. Vous connaissez les enfants, hein, ces contenus, tag ton pote si... je ne sais quoi. Mais genre, pour créer de l'engagement, en fait, c'est vrai qu'il y a des contenus qui poussent à taguer ses amis sur des choses assez légères. Là, Facebook réduit et privilégie des contenus voilà, ou plus longs, plus profonds, avec des gens plus qualifiés, et en tout cas des contenus un petit peu plus voilà, solides qu'une simple image qui bouge. C'est ce que Facebook préconise. Bah, nous, du coup, ça me fait rire parce que sur les réseaux, nous, on a nos propres vidéos avec les parcours inspirants, etc. Mais le vendredi, c'est un peu plus détente et on se met un petit gif de situation. Ça ne fait pas de mal. Et voilà, donc les gifs, hein, c'est une suite d'animations, donc d'images, une mini vidéo d'un chat qui se cache parce qu'on n'a pas envie d'aller au tableau, ce genre de choses-là. Mais du coup... pour conclure, du coup, la vidéo, c'est peut-être pas la solution miracle. En tout cas, c'est quand même un outil. Il serait bête de se priver de cet outil-là. Absolument. En fait, on peut pas du tout c'est même pas que ce serait dommage de s'en priver, c'est qu'il faut le faire parce que, surtout dans le système éducatif, parce que ça existe et parce que c'est ce que les enfants consomment le plus. Donc il faut s'adapter. Maintenant, s'adapter bien, s'adapter un petit peu mieux que ça. Cette professeure de mathématiques, vraiment, je pense, le fait à merveille. Mais voilà, il faut que l'éducation nationale, par exemple, puisse s'adapter réellement et prenne de vraies mesures en favorisant les vidéos. Et surtout, même si sur Facebook, on n'apprend pas un sujet en particulier, c'est-à-dire que sur YouTube et sur Facebook, on va peut-être pas aller voir un cours de français ou un cours d'histoire. Il y a vraiment des vidéos qui nous permettent de gagner en culture générale. Moi, je me rends compte que depuis la 6e, je regarde des séries, mes parents me font voir des films. En anglais, ils se sont dit, bon, on peut pas contrôler ce que tu fais sur Internet, mais au moins, on va essayer de te donner des clés de lecture. Donc très jeune, dès la 6e, ils m'ont mis devant des films en anglais sans sous-titres, devant des séries sur mon ordi qui me téléchargeaient illégalement, pardon, ou sinon ils m'achetaient des DVD, voilà, j'avoue. Mais en tout cas, ils me montraient des vidéos, et puis quand eux, ils voyaient une vidéo cool sur YouTube, ils me l'envoyaient. Et vraiment, au niveau de la culture générale, aujourd'hui, ça nous permet de briller en société, et si on veut, c'est très important. Au-delà du côté scolaire, le côté aussi culture G est cool, la vidéo nous permet d'apprendre. Si aujourd'hui peu importe l'âge qu'on a, si on va sur la page par exemple de France Info ou du Monde, et ben on a des vidéos hyper pédagogiques qui nous permettent de comprendre l'actualité et de pouvoir se resservir de l'info intelligemment. Parce que quand on lit un article, aujourd'hui, plus personne ne lit d'articles, enfin, en tout cas les jeunes ne lisent plus les articles. Donc certaines vidéos sont très intéressantes, je vous le recommande, vraiment. Très important. Au niveau de ce que tu disais sur l'éducation nationale, je pense qu'il y a beaucoup de professeurs qui essayent d'intégrer la vidéo de différentes manières. Moi, j'ai une collègue d'anglais, par exemple, qui filme ses élèves en train de parler pour après leur montrer comment ils parlent et puis les corriger, etc. en cours. Donc voilà, on a chacun un peu notre credo. Maintenant, c'est très chronophage. C'est très, très chronophage, donc il faut avoir vraiment envie. Et là, c'est sûr qu'on n'est pas toujours très épaulé. Donc, va falloir laisser un peu de temps
l'éducation nationale en son ensemble pour que ça progresse. Tu disais, Louise, d'ailleurs, quand on avait échangé, que c'est bien de regarder des vidéos, mais on est quand même un peu passif devant une vidéo. Il y a des vidéos qui existent, qui sont interactives. Maintenant, on est un peu passif et c'est vrai, on commence à apprendre un sujet, ça nous intéresse, ça nous inspire, etc. Mais tu disais une phrase qui m'a fait rire, mais qui est très juste, à un moment donné, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis. Oui, c'est ça, on ne peut pas tout faire par la vidéo, c'est-à-dire que c'est bien sympa d'écrire le cours. Après, c'est vrai que j'ai aussi des élèves qui sont passifs quand ils écrivent le cours, hein. Donc finalement, non mais tu vois, est-ce que c'est les mêmes, est-ce que c'est pas les mêmes, je sais pas, mais il y a forcément, quand on est une classe de 30, il y en a qui écrivent le cours, il y en a qui vont suivre, et il y en a qui vont juste essayer d'écrire au bon moment, donc ils peuvent être passifs aussi. Maintenant, on peut pas on peut pas passer son bac en regardant que des vidéos. Il y a un moment, il faut prendre son crayon, son stylo, et puis son cahier, et y aller, quoi, et bosser, et faire des exercices. Donc tout ne peut pas se passer par la Ça me vidéo. fait penser à, du coup, Julia qui apprend sa guitare. C'est Si ça. elle avait regardé que des vidéos, elle ne saurait pas jouer de la guitare. À un moment donné, tu t'y es mis. Donc, c'est ça aussi le message, c'est vidéo c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi faire. D'ailleurs, maintenant, l'école dit, enfin, les professionnels d'éducation disent, il y a 90% de chances que les enfants mémorisent s'ils font. Et c'est un peu pareil pour nous. Et d'ailleurs, mettre les mains dans le cambouis, ça, c'est aussi quand on regarde des vidéos, comme tu disais, de géopolitique ou tout ça, d'aller aussi voir les médias plus traditionnels et d'aller voir ce qu'ils en pensent et de confronter. Alors ça, c'est pour des plus grands, des idées d'un youtubeur avec des grands journalistes. Je pense que c'est cette démarche-là aussi qu'on essaye d'apprendre à l'école. Nous, on est très confrontés à ça, sur les réseaux sociaux et sur les vidéos où il se dit à peu près tout et n'importe quoi. Et donc, les élèves arrivent en cours d'histoire en disant complètement des absurdités parce qu'un youtubeur l'a dit. Voilà, on leur apprend à être critique vis-à-vis de la vidéo. C'est aussi maintenant, ça devient aussi notre rôle. Et comment on peut nous en tant que parents, donner les clés et comment on peut faire pour justement sensibiliser nos enfants à cet usage-là. Je pense qu'on ne peut pas leur interdire, mais il faut les sensibiliser. Tes parents t'ont appris à utiliser, à être sensibilisés à une certaine culture. Comment on fait quand nous, on est parents, on n'est pas toujours derrière eux, pour justement les sensibiliser, être un peu tranquille en disant bon, au moins, je lui ai donné les clés pour savoir, pour prêcher le vrai du faux, etc. Je pense que la première chose, c'est de discuter, c'est de communiquer avec son enfant. Donc, en discuter avec lui de ce qu'il a vu, et puis de le confronter à d'acheter le journal de temps en temps, de regarder, d'écouter la radio sur des médias connus pour essayer de lui donner les clés de la compréhension globale. Oui, tout à fait. Je pense également qu'il y a quand même un rôle, j'insiste sur l'éducation nationale, que j'adore, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il y a quand même un grand chantier d'apprendre aux enfants à l'école comment regarder des vidéos, comment aller chercher des sources. C'est tout le combat de la fake news, etc. Dans le journalisme, c'est un petit peu la même chose. On peut un peu comparer ça. Pour les enfants, je pense, au rôle de l'éducation. Pas forcément des parents, parce que les parents, en fait, ils sont en rupture générationnelle avec leurs enfants. Et vous n'avez pas forcément évolué avec toutes ces vidéos dont nous sommes effectivement confrontés chaque jour. Donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Moi, si j'avais des enfants, si j'étais à votre place, en fait, peut-être que ça serait un petit peu compliqué pour moi d'effectivement de dire à mes enfants. Mais je pense que c'est le rôle un peu de l'école effectivement de montrer aux enfants comment regarder et qui regarder. Moi, je pense que c'est aussi votre rôle, en tant que parent, de vous dire, c'est comme ça, c'est la vie, il y a Internet, il faut rentrer dedans, en fait. Il faut rentrer dedans, parce que si vous maîtrisez l'outil, vous allez maîtriser tout ce que vos enfants font dessus. Vous allez tout comprendre. Moi, mes parents, ils ont tout de suite pris le truc des réseaux sociaux, et c'est eux ils ont réussi un peu à driver ma consommation. C'est-à-dire, ils comprennent ce que je fais, quoi. Ils comprennent ce que c'est de partager une vidéo, ce que c'est d'aller sur YouTube, ce que c'est d'ouvrir une fenêtre de navigation privée. C'est quelque chose. C'est aussi votre rôle, évidemment, c'est le rôle de l'éducation trop important. Mais les parents, s'ils se mettent en rupture avec leurs enfants, même, vous allez arriver à un moment où vous allez tellement plus vous comprendre que ça va mal se passer, la crise d'adolescence, je vous le dis tout de suite.
Mais non, mais c'est bien si vous maîtrisez quand même la zone. Et même pour vos enfants, c'est cool. Nous, on a un groupe Facebook avec mes parents. On s'envoie des vidéos, on commente, on débat. Ils me challenge sur ce que je vois et ce à quoi je crois quand je regarde une vidéo. Et ils font ça avec mes petits frères et sœurs qui ont 12, 13 ans. Donc franchement, n'hésitez pas. Foncez. Aujourd'hui, on voit que beau message. Aujourd'hui, on voit que donc on est à fond dans les vidéos pédagogiques, mais aussi c'est un peu la mode des stories. On fait des trucs. Donc les stories, c'est les petites vidéos journalières que l'on met sur Instagram, sur Snapchat, etc., et qui parlent très souvent de notre quotidien. J'en ai qui m'envoient des stories, que je regarde des stories, leur burger du matin, leur brunch du lendemain, enfin voilà. Est-ce que vous, en tant qu'agence du coup de conseil, vous voyez un peu la chose évoluer? Est-ce qu'il y a des tendances pour les sites? On sait aujourd'hui où on en est, on surconsomme des vidéos, que la vidéo éducative est en train de s'agrandir. On apprend, mais on se divertit aussi. Dans quelques années, Internet, les vidéos, c'est quoi? Je pense qu'on n'est pas devin, mais en tout cas, en ce qui concerne les stories, c'est sûr qu'on avance vers des vidéos extrêmement spontanées qui peuvent s'effacer. Par exemple, une story, ça s'efface en fait au bout de 24 heures. Il y a des médias qui utilisent très bien les stories pour parler d'actualité, par exemple. Parce que, voilà, c'est un outil qui est extrêmement journalier, donc forcément, ils utilisent ce format-là. Maintenant, c'est un petit peu la même chose qu'une vidéo, une story. C'est-à-dire que, oui, ça s'efface, mais on traite de l'actualité. Mais effectivement, il y a des médias qui s'en servent plutôt bien. Aujourd'hui, pour un utilisateur lambda, la story, c'est vraiment de montrer effectivement son quotidien. Mais demain, ce serait très bien qu'on l'utilise pour l'éducation et pour l'apprentissage, bien sûr. Ça fait penser parce que Snapchat aussi a mis plus en valeur encore ce qu'on appelle le Discover. Donc c'est en fait tout plein de médias. Alors ils ne sont pas tous très sérieux, hein. On parle aussi de people, etc. Mais il y a cette partie comme là dans Snapchat qui s'appelle le Discover, et donc on a les snaps de ces médias. Du coup, on clique dessus et on arrive sur la page, l'info, l'article. Donc les réseaux sociaux ont cette vocation-là aussi. Les médias se sont bien emparés, je trouve, et ont cette vocation-là. On parle de Combini, il y a Minute Buzz, ces petites vidéos-là qui en fait apprennent beaucoup, quoi. Oui, moi, depuis toujours sur Instagram, par exemple, ou sur Snapchat, je suis des comptes comme National Geographic, Le Monde, qui sont sur les réseaux sociaux, en tout cas, enfin sur les réseaux comme Instagram et Snapchat, qui mettent des stories hyper cool, hyper pédagogues. Et c'est des belles photos, c'est des belles images. Franchement, c'est cool. Pour les enfants, en tout cas, moi, je trouve ça top. Il y a plein de magazines. Après, il n'y a pas tout qui est bon à prendre. Il y a dans Discovery, il y a, je sais pas, il y a Glamour, par exemple. Voilà, ça reste très clivant. Mais sinon, il y a des super photos pour les autres médias. Discovery, c'est cool. C'est une bonne façon d'apprendre, d'avoir l'info sympathiquement. Divertissant. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenantes? Des petits best practices, des problématiques? Moi, je suis très frileuse à l'idée de mettre les enfants trop tôt sur les réseaux sociaux, parce que vraiment, les réseaux sociaux, ça nous met dans une ambiance de démonstration, de représentation de soi. Donc, ça dépend de comment sont vos enfants. Si les enfants ont très envie d'avoir une carrière d'acteur, il n'y a pas de souci, ils peuvent le faire à 9 ans. Mais moi, je pense que d'attendre au moins la 4e, quoi, 13-14 ans, c'est déjà pas mal. Je crois que Facebook, on peut se faire un compte Facebook ou Instagram quand on a dépassé 13 ans. Oui. Alors, est-ce que c'est trop tôt ou est-ce que c'est trop tard? C'est la question, mais peut-être qu'on va leur demander, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Ouais. Ouais. Oui. Vous avez totalement raison. Or, Facebook, en 2007, quand j'ai créé mon compte, il fallait avoir 18 ans, j'en avais 15. Les réseaux sociaux, malgré tout, peu importe les limites d'âge sur Internet, personne ne peut contrôler. Il y a des sites pour adultes où c'est interdit au moins de 18 ans. On nous demande juste, est-ce que vous confirmez que vous avez plus?
Voilà, et c'est ça qui est, c'est regrettable, c'est dangereux. Donc oui. Moi, je sais que ce qu'avaient fait mes parents, et à l'époque, on n'était pas à Facebook. À mon époque, on était au Skyblog. Aujourd'hui, on parle de Skyblog aux enfants, ils ne savent pas ce que c'est. Moi, mes parents m'ont pas interdit de créer un Skyblog. Ils étaient très frileux. Et quand je suis arrivée à 14 ans, 13-14 ans, en quatrième, j'ai commencé à faire mon Skyblog, mais il y avait 2 règles. Que mes parents puissent aller voir avec les mots de passe, etc., l'URL de mon blog. Et surtout, l'ordinateur était en plein milieu du salon. Je n'avais pas mon ordinateur à moi, je n'avais pas ma tablette, je n'avais pas encore de téléphone. Alors si, j'avais un téléphone, mais c'était une petite cabine téléphonique, qui n'était donc pas un smartphone. Tout ça pour dire que, parce qu'on est jeune, les parents ont confiance, certes, mais on est de toute façon trop jeune à ce moment-là. On ne veut pas faire du mal, on ne veut pas se faire du mal, mais en fait, on ne sait pas hiérarchiser l'information, on n'a pas encore appris à comment la faire. Et du coup, tout l'enjeu, ce n'est pas d'interdire, mais c'est d'être là pour accompagner toujours. Et au contraire, peut-être justement me dire, ah bah tiens, je sais qu'il y a un youtubeur, toi qui n'est pas très bon en maths, pas très bon en histoire ou en français, moi, je t'ai trouvé un youtubeur et je vais te le montrer, tu vas voir, ça va être génial. Pour les réseaux sociaux, donc nous c'est un réel problème dans l'éducation nationale, au collège, c'est un très gros problème, parce qu'avec les réseaux sociaux arrivent tous les problèmes de harcèlement qui avant étaient limités à l'enceinte du collège et qui aujourd'hui débordent dans les maisons et de chacun, donc ça ne s'arrête jamais. Donc alors il y a différentes choses. Avoir un groupe WhatsApp avec ses amis où c'est que en cercle fermé, je pense qu'il n'y a aucun problème à avoir. Une fois que ça commence à devenir public, là, il faut vraiment, je pense, se poser avec son enfant pour dire qui tu acceptes comme ami. Est-ce que tu le connais vraiment, celui-là? Parce qu'en fait, tout le collège est ami avec tout le monde. Donc il y a tout le monde, c'est la course à l'ami. Il faut avoir 250 amis qu'on n'a jamais vus, qu'on ne sait pas. Ils postent des photos qui sont mal interprétées après. Les gens ne se connaissent pas. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'ils en font. Je pense que là, il y a une vraie discussion à avoir avec l'enfant sur, sur attention à ton image. Qu'est-ce que tu veux donner comme représentation de toi? Est-ce que tu connais vraiment les gens? Et être très vigilant là-dessus. Mais comme vous l'avez dit, vous allez avoir du mal à empêcher complètement l'accès au réseau. Donc, vu qu'en plus, maintenant, ils ont tous un smartphone, on ne peut plus faire l'histoire de l'ordinateur dans le salon. On peut couper la Wi-Fi le soir. On peut couper le Wi-Fi le soir. Je suis complètement pour, moi, c'est ce qu'on fait à la maison. On coupe le Wi-Fi le soir. Mais voilà, il faut des règles comme ça, mais il faut en discuter aussi, je pense, avec son enfant quand il commence à être prêt à ça, de voir s'il a vraiment compris quels sont les impacts du réseau. Oui. Alors, tout à fait. Il y a sur Netflix des documentaires incroyables, je vous jure, je vous le recommande. Pour les enfants, il y a aussi des programmes qui sont faits. Après, c'est compliqué, vous savez, parce que Facebook, YouTube, ça reste des plateformes, c'est des réseaux sociaux, c'est-à-dire que n'importe qui peut contribuer. Après, des plateformes comme Amazon, Netflix, qui sont des plateformes de streaming, ça, c'est des plus grosses productions. Sinon... Alors, moi, j'ai envie de vous parler de la mienne. C'est pas pour faire la promo. On est une asso et on vend rien. En fait, nous, le but, à la base, notre accompagnement se fait auprès des jeunes plutôt de milieux modestes. Après, c'est vrai que cette plateforme-là, elle a été créée pour toucher le plus de monde possible, le plus de jeunes. Donc, il y a à la fois des vidéos d'orientation, à la fois des vidéos pour développer le potentiel des enfants, comment gérer ses émotions. C'est plutôt compliqué. Gérer ses émotions, persévérer, qu'est-ce que la motivation, etc. Et à chaque fois, c'est des personnalités que eux connaissent. Soit parce que c'est des jeunes et ils s'identifient, soit c'est parce que c'est des Mister V, des Was Freestyle que vous ne connaissez certainement pas, mais que les jeunes de collège sont fans, et qui vont parler justement de leur parcours. Et eux, en fait, ils ont commencé de rien, mais en fait, ils avaient un rêve et ils l'ont poursuivi. Il y a donc ces vidéos-là inspirantes. Et puis, notre but aussi, c'est de faire de la curation de contenu, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que nous, on est là et on a aussi des référents pédagogiques qui sont dans l'éducation nationale qui nous aident à ça, de pousser tous les contenus de qualité
des youtubeurs de qualité, des chaînes, etc., ou même des sites sur cette plateforme-là. Par exemple, on a tout un espace où on met les chaînes à suivre ou les applications pour s'améliorer en maths, pour s'améliorer en français, comment faire pour réviser ou comment on fait une prise de notes. Parce que nous, chez Télémac, on a des coachs, par exemple. Donc, on est entouré de ces personnes-là et du coup, c'est pour ça qu'on a fait Mon avenir en grand, pour voir ton avenir en grand. C'est une plateforme qui est donc totalement gratuite. Tout est gratuit, il y a des vidéos. On a notre chaîne YouTube aussi. On a Instagram, on a Snapchat, enfin bref, tout ce que les jeunes adorent. C'était justement pour... la plateforme, à la limite, c'est un peu... Ça se fait plus trop, c'est plus trop à la mode. En tout cas, pour les parents qui adorent encore la plateforme, c'est génial. Sachez que de toute façon, vos enfants, ils vont très peu sur les sites internet, ils vont plus sur des applications, sur YouTube, sur Instagram, etc. Donc c'est pour ça qu'on a cette vocation de dire, ok, il y a la plateforme, ça sert aux adultes, mais de toute façon, tout le contenu est relayé vers le reste des réseaux. Voilà. Moi, je sais plus si c'est vraiment le terme exact, mais je crois que c'est France TV Éducation qui fait des super vidéos voilà, qu'on peut utiliser. Et alors, vous pouvez aussi demander aux professeurs, parce que moi, j'ai eu des questions des parents, donc maintenant je le donne en début d'année, certains sites qui sont bien, où dedans il y a des petites vidéos, ou des contenus intéressants. Je pense que les profs, même s'ils n'utilisent pas la vidéo au sein de leur cours, ils sont tout à fait au courant, et eux, ils s'inspirent de ça. Donc ça peut être voilà, un bien intéressant. Je pense à l'Esprit Sorcier aussi, c'est un site. Donc c'est le C'est pas sorcier, mais version digitale. Où justement, le fameux Esprit Sorcier, donc ils ont repris justement, donc c'est des longs documentaires, mais très pédagogiques faits pour les enfants, et qui sont du coup plus accessibles forcément que par la télé, mais qui aussi est une plateforme digitale avec des actus sur scientifiques, etc. On connaît tous Fred et Jamy, donc on voit un peu l'esprit. Donc là, c'est vraiment fait pour les enfants. On le retrouve à la télé, mais il y a pas mal de plateformes. Allez sur Google, il va vous faire une liste. Topito adore, donc ils vont faire le top des vidéos pédagogiques et des sites pédagogiques. Vous n'aurez pas de mal à trouver sur Internet. Si vous avez d'autres questions, des problématiques, oui? D'accord. Ah oui. Oui, bah oui. Faire un mix du coup entre vidéo et ensuite on répète ou on fait un exercice, etc. Essayer de switcher. Alors c'est marrant effectivement ce nouveau métier de youtubeur. Il y a quelques années, Norman d'ailleurs racontait dans ses vidéos que quand il allait chez sa grand-mère, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis YouTube. Il fait oui, en fait, tu n'as toujours pas de métier. Donc c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai métier, effectivement, comme à l'époque, quand on regardait, on regardait peut-être pas tous, hein, mais les anges de la télé-réalité, qu'est-ce que tu veux être? Célèbre. Et bien là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on rêve tous de gloire, de célébrité, d'argent, etc. Et puis en final, quand on grandit, on a d'autres perspectives. Là, c'est mignon parce qu'ils sont encore petits, et en plus, ça les apprend à faire de la vidéo, etc.
Mais du coup, C'est génial. votre fils, il vous demande pas de la publier maintenant? Je pense que dans quelques années, il dira merci papa, maman de m'avoir interdit de publier ces vidéos. Mais c'est génial. Ouais, c'est super. Non. Mm. Mm. Complètement. Moi, j'ai pas la télé chez moi, par exemple. Nous, on nous a proposé d'être à la télé, sur Internet et à la télé. Pour nous, qui regarde. En tout cas, toutes les deux, on était hyper actifs quand on était petites. Vraiment. Faire des vidéos. Enfin, nos parents nous ont laissé faire des vidéos. Pareil, on se filmait avec la webcam. À l'époque, c'était pas les mêmes technologies. Devant notre ordi, ça nous a vraiment aidés, je trouve. Ça nous a fait... non mais... Oui, depuis le berceau. Mais oui, je sais que pour ma part, mon père m'a mis une caméra entre les mains quand j'avais, je sais pas, 9 ans. J'ai commencé à faire plein de vidéos, j'ai développé des compétences en montage. Enfin, vraiment, ouais, il m'a... T'apprends à parler, quoi. Ah oui, à présenter, et puis ça développe une nouvelle forme d'imagination et de choses, quoi. Vraiment, c'est... Élise, c'est pareil, quoi. C'est des artistes. Confiance en soi, etc. Confiance en soi, prise de parole, charisme. Bon, nous, on les a jamais diffusés non plus, jamais publiés. Mais quand on a décidé de les publier, quand on était plus vieille, on avait des millions de vues. Donc vraiment, qu'ils aient confiance. Hein. S'ils font ça, c'est trop sympa. Et c'est trop cool en tant que parent que vous encadriez la chose. C'est génial. Mais si c'est de qualité, pourquoi ne pas les publier, par exemple? Alors là, il a 9 ans, c'est clair que c'est un peu jeune. Mais pourquoi, c'est quoi la démarche de vous dire je ne vais pas la publier? Ouais, d'accord, c'est inconnu, quoi. Vous avez des followers. Oui, non, mais... Bah, ils sont très jeunes. Ouais. Donc, normal. Ouais. Mais si vous sentez que la vidéo, si vous faites par exemple un petit tour de vos proches et que la vidéo, tout le monde l'adore, vous pouvez très bien la diffuser, la publier. Vous contrôlez, vous, le compte. Oui, parce que parfois les commentaires... C'est les commentaires, en fait, le pire. Nous, on s'est pris des commentaires. Je me rappelle, une fois, j'ai sorti une vidéo qui a fait 3 millions de vues. Et les commentaires à mon sujet, c'était ah bah, retourne dans les fours. C'était très violent. Mais bon, quand on est grand et qu'on a conscience... Comment ? Oui. Ouais. Je pense qu'il y a une petite différence. On peut la rendre, on peut la rendre privée, c'est-à-dire que d'abord, moi, mes vidéos sur YouTube, j'ai enlevé tous les commentaires et tous les petits pouces en l'air ou petits pouces en l'air. Enfin, les élèves peuvent le faire, mais personne ne verra, à part moi, ce qui s'est passé. Personne ne peut mettre de commentaires. Et jusqu'à pas très longtemps, parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire, c'était seulement mes élèves qui avaient le lien de la vidéo. C'est-à-dire qu'on tapait sur YouTube mathématiques Vogood, on ne trouvait rien. C'était juste ceux qui avaient le lien qui accédaient à la vidéo. Donc il y a des biais comme ça pour restreindre le domaine public. Comme c'est des vidéos, finalement je les ai mis en public. Mais ça peut être peut-être un premier truc, c'est de la partager avec la famille, la vidéo. Ceux qui ont le lien, ils la regardent et puis c'est tout. Voilà, c'est ça. Mais si vos enfants à 6 et 8 ans, 6 et 8 ans, ils font ça, enfin, c'est un peu des génies, je trouve. Donc, ce serait trop bête de les limiter parce que... Oui, oui.
Ah oui. Non, mais quand même, parce que là, on est dans le domaine du vlog, hein, carrément. S'ils filment leurs vacances et tout ça, enfin, à cet âge-là, penser à ça, c'est très. C'est pas anodin. Parce que c'est un mimétisme, je pense, de ce qu'ils voient sur YouTube. Mais on commence tous par mimer ce qu'on a envie de faire, quoi. Moi, mes parents, depuis que je suis petite, je faisais des vidéos, puis j'étais très extravertie. Mes parents m'ont dit, ils m'ont un peu bridé, ils m'ont dit, quand même, continue, arrête tes bêtises, enfin, ça n'a pas de sens, et continue à l'école. Donc j'ai fait de très bonnes études, j'ai fait des super lycées, mais j'étais malheureuse. Parce que ce que je voulais faire, c'était des vidéos. Donc, n'oubliez pas ça. Bien sûr. Ah là, vraiment, si les lieux sont filmés, c'est clair qu'il y a toujours un risque. Après, vous pouvez contrôler quel lieu il filme, ce qu'il fait, mais comme Louise le disait, c'est très... On peut vraiment contrôler les paramètres de sécurité sur les vidéos Facebook. Moi, il y a des vidéos que je poste que en privé pour mes amis, il y a des vidéos que je poste pour le monde entier. Quand je suis dans ma chambre et que c'est pas localisable, je montre à tout le monde. Quand je suis en vacances avec mes copains et que j'ai pas envie que les gens voient, je le mets en privé. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Mais s'ils sont dans leur chambre et qu'ils se filment en train de déballer des trucs, là, il n'y a pas de souci. Ou s'ils vont par exemple en vacances, imaginez vous allez en Grèce, bon bah là, il n'y a pas de problème parce que personne va aller le suivre. Puis il n'y vit pas. Il n'y vit Oui, Bah, pas. puis de toute façon, c'est vous qui, de toute façon, mettez pour le moment la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, c'est à vous de contrôler. Eux, ils peuvent rien faire encore. Non, ils sont trop jeunes pour avoir l'autorisation sur les réseaux sociaux. Donc, après, c'est vrai ils sont très jeunes, peut-être attendre les 12 ans requis. Et alors, du coup, t'as quel âge? Et t'as Facebook, Instagram et tout ça? Mhm. Ouais. Non, les Et autres. qu'est-ce que tu penses est-ce que tu penses que si tu mets une vidéo, par exemple, sur Instagram ou sur Facebook, quel impact ça va avoir Tu penses que c'est grave si on voit ton visage? Mais qu'est-ce que tu penses par rapport à tes parents, tu vois? Ouais. Bah, c'est vrai que ça se fait pas trop de pas montrer son visage sur les vidéos. En général, Mais il y a un youtubeur qui fait ça, mais il met un masque. après, ça peut faire très Daft Punk aussi. Ou Maître Gims, qui, quand il enlève ses lunettes, n'est reconnu de personne. Donc, tu peux inventer quelque chose comme ça. Non, en général, on montre son visage. On montre son visage. Mais je suis toujours partie du principe. Alors là, c'est la vidéo, mais ça peut être pour tout. Quand on se montre, quand on parle, il faut le faire quand on a quelque chose à raconter et à le dire, et pas juste pour parler. C'est marrant, c'est ça, je veux faire des vidéos pour faire des vidéos. En fait, finalement, je n'ai rien à dire. Ce qui est très fort, c'est que vous avez un vrai message de diversité, d'accès, etc. Là, on a ce principe de classe inversée. Tout le monde a un peu son credo. Il y a les profs de maths, Norman, c'est pour faire rire, etc. Parce qu'il a un vrai don. Cyprien, pareil. Et donc, je pense que quand on veut faire des vidéos, réfléchir à d'abord, entre guillemets, on est jeune, hein, mais quelle est ma ligne éditoriale, quel message je veux faire passer? Est-ce que là, il y a Hugo Décrypte qui justement décrypte l'actualité? Ça, c'est un vrai credo qui peut servir. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est pour aider les jeunes filles à se maquiller? Alors je vais faire un tuto maquillage et c'est pas moins bien, c'est pas moins bien. Mais faut à mon avis choisir ce qu'on veut dire et pas dire bon bah je vais faire des vidéos parce que je vais devenir célèbre et riche, mais vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire passer comme message. Mais en tout cas, si veut faire des vidéos, ou alors juste en consommer, vraiment, si tu veux faire des vidéos et que tu sens que tu as un truc à dire et que vraiment c'est en toi et qu'il faut que ça sorte, franchement, fais-le. Mais en effet, ouais, il faut que tu aies un truc à dire. Et si vous avez besoin d'apprendre et de trouver sur Internet, allez-y, c'est quand même des outils qui sont hyper
utiles, qui peuvent sauver des gens. En fait, nous, on a fait un média qui est 100% vidéo parce que on avait besoin d'incarnation. On en avait marre on avait l'impression que les articles étaient écrits par des robots, que c'était tout le temps les mêmes sujets, c'était tout le temps les mêmes choses traitées de la même façon. Et en fait, avoir quelqu'un qui fait une vidéo, qui est là, il est physiquement présent derrière la caméra, qui explique un truc, que ça sort de ses tripes, c'est vraiment bien pour les gens et parfois ça sauve des gens. Nous, on recevait tous les jours des messages, on laissait parler des femmes sur des sujets parfois très durs et on recevait des messages de gens qui nous disaient « Cette vidéo m'a sauvé ». Donc si vos enfants, ou si toi, tu fais des vidéos parce que tu as quelque chose à dire, qu'ils ont un message à faire passer ou juste qui peuvent divertir les gens, peut-être qu'ils vont vraiment avoir ce rôle, vous allez avoir ce rôle pour quelqu'un et c'est top aussi. Est-ce qu'il y a une dernière question, puisque c'est bientôt fini? Non? Bah, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.